Bonsoir. Quel plaisir pour moi d'être ici. En effet, c'est ma première réunion publique de campagne, figurez-vous. Vous savez, je n'ai pas voulu limiter mes meetings de campagne à quelques très grandes villes. Je veux aller sur le terrain, dans cette France périphérique, cette France oubliée par tous mes adversaires, cette France que j'aime, moi, de tout mon être. Et j'ai choisi le Jura pour cette première réunion parce que c'est une terre à l'image de cette France pour laquelle je me bats. C'est un pays montagnard où la vie est parfois rude, mais où l'on sait ce que c'est que le travail, la persévérance, l'âme de la France. Je retrouve ici la chaleur de nos militants, l'enthousiasme, la joie d'une campagne où chacun croit en la victoire et la veut. C'est vous qui me donnez la force et le courage dont j'ai besoin chaque jour. Vous êtes le sel de cette campagne. J'ai besoin de votre engagement. Je compte sur vous pour porter la bonne parole partout. On est là. Et j'ai confiance en vous et je vois combien vous êtes motivés. Ce n'est pas étonnant, notre campagne est joyeuse, elle est heureuse, elle est dynamique. Vous croyez, et vous avez raison de le croire, qu'il y a une alternative à ce que nous vivons depuis maintenant des décennies. J'ai voulu que mon programme vous ressemble. Un programme plein de force, mais un programme aussi à l'image de notre pays. Ce subtil équilibre qui fait que nous sommes une nation qui ne ressemble à aucune autre. La force de cet équilibre, il est dans les 144 engagements que j'ai pris à votre égard. Ces engagements, ils portent sur toute une série de sujets, mais ils portent sur un sujet essentiel qui est d'abord l'emploi et le pouvoir d'achat. Parce que je sais que c'est cela qui crée la plus grande angoisse pour vous-même, mais aussi pour vos enfants, pour l'avenir. Or, ceux qui nous ont gouvernés nous expliquent à chaque fois que l'on propose quelque chose, c'est pas possible. Quoi que l'on puisse proposer, à chaque fois la réponse est la même, c'est pas possible. Et moi, je viens vous dire, évidemment que c'est possible. Mais ils ne souhaitent pas le mettre en œuvre. Parce qu'ils n'osent pas admettre auprès de vous leur erreur, leur faute et objectivement leur trahison, qui a consisté d'abord à remettre notre pays, pieds et poings liés, à des fonctionnaires non élus, que vous ne connaissez pas, pour beaucoup, moi non plus d'ailleurs, et qui décident dans des tours de verre de ce que sera notre quotidien, à quoi ressemblera notre agriculture, à quelle sauce nous allons être mangés, notamment sur le plan des impôts, et qui ont décidé dernièrement d'imposer à l'ensemble des pays d'Europe ce qu'ils appellent la politique d'austérité. Vous l'avez vu arriver. Elle n'a pas pris encore sa vitesse de croisière, mais on la ressent partout, et particulièrement dans nos territoires ruraux. On voit ce qui faisait avant nos villages, nos quartiers, ne plus ressembler à ce qu'on a connu il y a quelques années. La poste qui ferme, les services publics, les écoles que l'on fusionne, plus loin, toujours plus loin. Ces communes dont on veut manifestement la disparition, ils s'en cachent à peine. Monsieur Fillon nous a expliqué qu'il souhaitait que les 36 000 communes, que les 36 000 de nos communes que nous aimons, qui nous ont vu naître, avec lesquelles nous avons un lien affectif très fort, ces 36 000 communes deviennent 6 000. Vous vous rendez compte? Des fusions de communes qui vont être des fusions parfois de 50, 60, parfois de 150, 200 communes. Mais l'âme de nos villages
disparaîtra avec ces fusions. Fusions dont ils nous ont expliqué d'ailleurs, souvenez-vous, à chaque fois qu'il s'agissait de faire des économies. Vous les avez vues, les économies? Moi, j'ai vu se constituer des régions, des conseils régionaux, ça avec des roitelets. Et puis, ces régions sont devenues de plus en plus grosses. On a fait des super régions. Et puis, on a fait des intercommunalités. Et à chaque fois, on nous a dit, vous allez voir, tout ça, c'est pour rationaliser. C'est pour, en réalité, faire des économies. Et puis, au fur et à mesure, pardon de vous dire qu'on s'est rendu compte que le nombre de fonctionnaires territoriaux, évidemment, avait explosé, que les coûts, de manière générale, avaient explosé, et surtout que le pouvoir s'éloignait de vous. Vous les connaissez, vous, tous vos conseillers régionaux? Alors que votre maire, vous le connaissez, votre maire? Mais c'est pour ça que je suis pour la révolution de la proximité. C'est pour ça, mais qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, d'ailleurs. Bravo! C'est pour ça qu'une des parties de mon programme, c'est cette révolution de la proximité. Parce que moi, ce que je veux, c'est deux choses. C'est d'abord rendre la parole au peuple. C'est-à-dire que je veux qu'on vous entende à nouveau. Je veux qu'on vous écoute à nouveau. Et l'autre, c'est que je veux vous rendre votre argent. Alors, dans le cadre de la révolution de la proximité, oui, c'est vrai, notre organisation, elle est peut-être basique, mais elle a fait ses preuves dans l'histoire de notre pays. Ce sont les communes, les départements et la nation. Nous ne voulons plus de ces intercommunalités onéreuses et inefficaces et lointaines. Nous ne voulons plus de ces conseils régionaux qui ne servent à rien. Nous ne voulons surtout plus de cette Union européenne qui nous a mis dans une prison qui n'est même pas dorée. Qu'est-ce que j'ai à vous offrir? D'abord la liberté, parce que celle-là n'a pas de prix, mes chers amis. Elle n'a pas de prix. Et partout, sur tous les plateaux de télévision, dans toutes les radios, vous viendrez voir la longue cohorte des experts. Les experts, les politologues et autres éditorialistes venir vous expliquer, on ne sait pas d'ailleurs en vertu de quelles compétences. Bon, ils n'ont pas fait d'études particulières sur ce sujet, mais c'est pas grave. Venir vous expliquer qu'on ne peut plus être libre. C'est fini, c'est trop tard, on est trop petit, on est trop faible. On ne peut plus. La seule chose qu'on peut faire, c'est se soumettre à Madame Merkel et obéir à genoux aux instructions qu'elle nous donne. Eh bien, c'est exactement ce que pensent aussi les candidats à la présidentielle. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? La première chose, allez voir Madame Merkel. Madame Merkel, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Madame Merkel, est-ce que je peux aller jusque-là ou est-ce que je ne peux pas aller jusque-là? Non, mais c'est le tour opérateur de la soumission. Merkel, Juncker, vous verrez qu'ils ont tous fait le même tour pour aller demander les instructions à Bruxelles. Eh bien, moi, je ne demanderai pas d'instructions ni à Madame Merkel, ni à Monsieur Juncker, ni à Monsieur Draghi. Parce que je veux être la présidente libre de la République française libre et d'un peuple français libre. Alors, on ne sera pas tout seul à vouloir cela. Parce que croyez-moi, pour être allé dans beaucoup de pays européens, les peuples européens souffrent la même chose que nous. Ils réclament la même chose que nous. Ils veulent à nouveau avoir leur monnaie parce qu'ils voient bien que cette monnaie a plombé le pouvoir d'achat dont je parlais tout à l'heure. Ils voient bien que les prix ont été multipliés par 5 ou par 6 et qu'on n'arrive plus à s'en sortir avec le salaire aujourd'hui qui est livré. Ils ont bien vu que c'est un obstacle évidemment aux exportations, que cette monnaie est trop chère, qu'en réalité elle a aggravé le chômage alors qu'elle était censée, je vous le rappelle, le régler. Ils ont vu tout ça. Ils ont vu qu'ils n'avaient plus de frontières, comme nous, pour se protéger de l'immigration massive. Qu'on n'arrivait même plus à décider qui a le droit de venir et qui a le droit de rester chez nous. On nous l'impose. Et qui nous l'impose? Une nouvelle fois, Madame Merkel. Avec l'aide de l'Union européenne. Mais bien sûr, évidemment. Elle a ouvert les bras pour faire la généreuse.
Elle a accueilli 1,5 million de personnes. Elle en a déjà perdu 500 000. Les Allemands ne savent pas où ils sont. Bon, on leur dit, il y a une partie qui sont chez nous. Puisqu'il n'y a pas de frontières. Et que par définition, dès qu'on met les pieds sur le territoire de l'Union européenne, eh bien, les migrants, comme ils les appellent, peuvent venir s'installer dans la part de notre pays, de nos pays. Bon. Ils voient bien que les lois qu'ils votent, en réalité, n'ont plus aucune autorité. Mais c'est quoi la démocratie? Si les lois que votent vos représentants, pour peu qu'ils vous représentent d'ailleurs, parce qu'à l'Assemblée nationale, pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas parfait, hein, puisque nous sommes le premier parti de France, nous avons 2 députés sur 577. Voilà. Là aussi, il faut agir. Parce que rendre la parole au peuple, ça veut aussi dire mettre en place la proportionnelle. Il faut que chaque Français, lorsqu'il met un bulletin dans l'urne, soit convaincu qu'il aura des représentants pour pouvoir défendre les idées qui sont les siennes à l'Assemblée nationale. C'est cela aussi que nous voulons faire. Et au passage, réduire le nombre de députés, réduire le nombre de sénateurs, parce que là aussi, je veux dire, il y a évidemment des économies à faire sur le train de vie de l'État. Bon. Retrouver notre monnaie, retrouver nos frontières, retrouver nos lois, en tout cas l'autorité de nos lois, et puis retrouver la maîtrise de notre économie. Je suis désolé, mais moi, il m'apparaît tout à fait légitime et normal qu'on fasse du patriotisme économique dans notre pays. Je suis heurté, indigné, et je sais que vous l'êtes aussi, de voir que l'État et les collectivités territoriales font des commandes publiques auprès d'entreprises étrangères, que l'on fait fabriquer les chaussures de nos soldats maintenant en Tunisie, et ça continue, et tous les jours, on pousse, et l'État et les collectivités, qui y trouvent, semble-t-il, un intérêt, à aller chercher ailleurs ce que nous savons faire, ce que nous savons produire, avec la sécurité que nous avons développée, avec le savoir-faire qui est le nôtre, avec la qualité qui est la nôtre. Écoutez, la première des choses à faire, dans le cadre du patriotisme économique, c'est quand même de faire manger à nos enfants des produits de l'agriculture française. C'est quand même la moindre des choses. Les écoles, les cantines, nos enfants doivent manger des produits français qui ont été produits par des agriculteurs français qui ont déjà tant de mal à faire face à la concurrence internationale déloyale. On leur a demandé des normes à ces agriculteurs. Ils ne sont pas contre les normes. Ils viennent le dire, ils disent mais ces normes-là, pour peu qu'elles ne soient pas complètement dingues, parce que parfois elles le sont, surtout quand elles viennent des fameux fonctionnaires européens dont je vous parlais tout à l'heure. Mais sinon, dans l'ensemble, ces normes, c'est une garantie de qualité, une garantie de sécurité alimentaire. On a vu les scandales qui ont étayé les dernières années, mais on n'a pas encore vu les scandales alimentaires qui arrivent. Et on sait l'importance de l'alimentation pour notre santé à tous, la nôtre, celle de nos enfants et celle de nos petits-enfants. Ils ne sont pas contre les normes, mais ce qu'ils ne veulent pas, et là encore, permettez-moi, c'est du bon sens, ce qu'ils ne veulent pas, c'est être mis en concurrence avec des produits qui, eux, ne respectent pas les normes. Soit parce qu'elles n'existent pas, soit parce qu'ils les contournent, parce que là, c'est la déloyauté la plus totale auquel ils sont confrontés. Et ils sont aujourd'hui désespérés. Et je veux que, en votre nom, leur dire que nous sommes à leur côté, ces agriculteurs, nous ne les laisserons pas tomber, nous redonnerons des débouchés à notre agriculture, parce qu'ils le méritent, parce que leurs produits le méritent, mais parce que les agriculteurs et leurs femmes, que je n'oublie pas, le méritent aussi, parce qu'ils ont façonné notre pays. Le patriotisme économique, le protectionnisme intelligent, là encore, est-ce que un Français n'est pas indigné de voir une société comme Whirlpool qui ferme pour aller ouvrir dans un pays d'Europe de l'Est en laissant sur le carreau des centaines de salariés? Pourquoi? Mais pour faire toujours plus de profit, toujours plus de marge. Il n'y a qu'un malheur quand même, c'est que cette société a touché 40 millions d'euros en vertu du CICE. Est-ce que cette société va rembourser cet argent? Bien sûr que non. Donc on a payé une entreprise, mais il y en a comme ça des dizaines.
On a payé une entreprise, en réalité, pour la faire délocaliser. Mais on ne peut pas admettre cela. Les délocalisations, je l'ai dit il y a quelques jours, non seulement ça touche les productions, mais ça touche aussi les services. Ceux qui étaient tranquilles, qui étaient dans les services, hein, qui n'avaient pas beaucoup de charité pour les autres et qui se disaient « Mais moi, ça ne me touche pas, moi je suis dans les services. Ça touche que les ouvriers, les délocalisations. » Et bien là, ils vont commencer à voir venir l'addition. Parce que dans les services aussi, ça délocalise. Et ça délocalise extrêmement vite. Et ça se voit peut-être moins qu'une usine qui ferme pour aller ouvrir en Pologne. Les experts, les expertises comptables, la comptabilité de manière générale, et toute une série comme ça de domaines qui sont délocalisés à l'étranger. Et je peux vous dire parfois très loin, jusqu'en Inde même parfois. Je l'ai dit dans mon live, dans mon Facebook direct hier, même les commentaires que vous laissez sur les sites internet d'un certain nombre de journaux sont modérés par des étrangers, figurez-vous. Eh oui, sachons-le, le JDD, tout ça, Le Monde, etc., tout ça, eh bien, ce sont soit des Malgaches, soit des Marocains qui modèrent les commentaires. Et lorsqu'on a interrogé la responsable de ce secteur d'un journal, vous savez ce qu'elle a répondu? Elle a répondu, vous savez, il ne faut pas croire qu'on délocalise pour remplacer un Français par un Malgache. On remplace un Français par 3 Malgaches. Parce que les mêmes qui se disent de gauche, et qui ont abandonné le peuple depuis bien longtemps, eh bien, le même se réjouissent qu'à Madagascar, on puisse faire travailler pour 250 € 48 heures des salariés. Vous voyez? Ah, ça c'est sûr que tant que ça ne se voit pas, ça ne leur pose pas de problème. C'est quand ça commence à être en pleine lumière que là, ça devient gênant. Patriotisme économique, protectionnisme intelligent. Bien entendu, c'est cela qui va nous permettre de remettre notre économie en place. Bien sûr, l'État stratège va mettre en place les conditions de la relocalisation et de la réindustrialisation de notre pays. Parce que ceux qui nous ont vendu la France sans usine, non mais c'est plus la peine, les usines c'est ancien, vous verrez, l'avenir sera sans usine. Eh bien aujourd'hui, ils sont les responsables des 7 millions de chômeurs qui existent dans notre pays. 7 millions de chômeurs. A, B, C, D, E. Faut arrêter avec ça. Les gens qu'on met en stage ou en formation, on les met pour qu'ils sortent des statistiques du chômage. Et d'ailleurs, ces entrées en formation de chômeurs ont augmenté de 80% dans les derniers mois. Bah oui, présidentielle, évidemment, oblige. Il fallait à tout prix inverser la courbe avant que M. Hollande se rende compte que malgré tous ses efforts de magouille statistique, il n'avait pas réussi à faire baisser cette courbe. Mais il n'y a pas que le patriotisme économique, que le retour à la monnaie nationale, que la maîtrise de nos frontières économiques et le protectionnisme qui nous permettront de remettre l'église au centre du village. Il y a aussi l'intégralité des aides que je veux mettre en œuvre à l'égard des TPE-PME. J'assume. Mon projet, c'est un projet à destination des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises. C'est comme ça. Les grandes entreprises, les grandes multinationales, ça fait des années que les gouvernements leur font des cadeaux absolument inouïs. La contrepartie, 0. Souvenez-vous, monsieur Gattaz, au moment où il discutait sur le pacte de responsabilité et le CICE, il arrivait avec son badge, 1 million. C'était le nombre d'emplois qu'il promettait en contrepartie de cette manne financière gigantesque qui leur a été donnée. Résultat, 0. 0. Alors on arrête. On arrête et on prend ce budget, parce qu'il est nécessaire, pour baisser les charges des TPE-PME massivement, parce qu'elles en ont besoin pour pouvoir créer demain vos emplois. Et on va baisser également l'impôt sur le revenu, parce que les classes modestes et les classes moyennes ont vu les impositions et les taxes augmenter de manière considérable, pas seulement objectivement au cours du dernier mandat, mais aussi au cours du mandat précédent. Il y avait un concours entre Nicolas Sarkozy et François Hollande qui créerait le plus d'impôts et de taxes. Je crois qu'ils sont à 35 milliards chacun de création d'impôts et de taxes.
compris les impôts locaux, mes chers amis. Et quand je vous disais tout à l'heure, il va falloir rationaliser l'organisation politique du territoire en conservant seulement les communes, les départements et la nation, croyez-moi, ça va aussi permettre de faire des économies parce que les impôts locaux ont augmenté peut-être plus encore que tous les autres. Et ce sont ces impôts locaux qui pèsent aussi très lourdement sur vous. Redonnez du pouvoir d'achat aux Français. Redonner leur argent aux Français. Oui, évidemment, c'est essentiel et aider les plus faibles d'entre nous. Mais il y a quand même des gens qui nous expliquent que envisager d'augmenter le minimum vieillesse, c'est scandaleux, c'est une politique dépensière et ça va entraîner la faillite de la France. Mais n'ont-ils pas honte lorsqu'ils se regardent dans la glace ? N'ont-ils pas honte? Et n'ont-ils pas honte quand les mêmes qui exigent de vous du sang et des larmes, qui exigent de vous des sacrifices inouïs, qui sont prêts à saper les fondements de l'organisation de notre pays, eux-mêmes, en réalité, s'accordent toute une série de bénéfices et d'avantages pour eux, personnellement. J'en entends qui nous expliquent qu'il faut supprimer 500 000 fonctionnaires, mais où? Dans les écoles, dans la police qui est déjà à l'os, dans l'armée qui est déjà à l'os, les mêmes qui ont déjà supprimé souvent 13 000 postes de policiers et gendarmes. Ils veulent augmenter la TVA de 2 points, mais sur qui ça va peser le plus, l'augmentation de cette TVA de 2 points? Et évidemment, sur vous. Et puis on nous explique qu'on va peut-être raccourcir quand même l'indemnisation du chômage, parce que là c'est quand même un peu trop, considérant très probablement que les Français qui sont au chômage sont des Français qui ne veulent pas travailler. C'est le bon moyen pour eux d'éviter de se remettre en cause, de se regarder dans cette fameuse glace et de s'apercevoir que c'est leur politique qui a entraîné ce chômage de masse. Mais c'est pas grave, nous disent-ils. Allez, soyez un peu mobiles. Vous n'avez pas de travail, c'est pas grave, allez donc en Italie en chercher. Ah ben non, pas en Italie, il y a beaucoup de chômage aussi. Allez donc, je sais pas, en Allemagne. Allez donc chercher du travail en Allemagne. Ils ont fait des eurojobs à 1 euro de l'heure. Même pas. 80 centimes de l'heure. C'est ça qu'on veut? Eh bien moi, ça n'est pas le chemin que je vous propose pour la France. Et je vous le dis de la manière la plus claire qui soit. Il y a une autre alternative à celle-là. Ça, c'est la feuille de route de l'Union européenne. C'est celle qui a été mise en œuvre en Grèce. Vous avez vu les résultats pour la Grèce? Ben non, vous ne voyez plus rien parce que plus personne n'en parle. La Grèce a été rayée de la carte. Il n'y a plus un article dans les journaux, ni un seul reportage sur la Grèce. Mais ils sont où les Grecs? Eh bien, je vais vous dire où ils sont les Grecs. Les Grecs, ils sont en train de se faire remettre leur salaire, en partie avec des bons d'alimentation. Voilà où en est la Grèce. Des bons d'alimentation. C'est-à-dire comme les bons de rationnement qu'ont connus nos parents ou nos grands-parents pendant la guerre. Ils ont réussi à mettre ce pays à genoux, au point d'ailleurs que la Grèce, qui n'a pas osé passer le pas de revenir à sa monnaie nationale, est à nouveau en train de se poser la question de savoir si il ne va pas revenir à l'euro. Rendre la parole au peuple, rendre leur argent aux Français, c'est aussi mettre en place la priorité nationale, mes amis. Et là aussi, j'assume d'arrêter de vouloir prendre en charge l'intégralité de la misère du monde, comme disait M. Rocard il y a 30 ans. La solidarité nationale à nos 9 millions de pauvres, à nos personnes âgées qui sont au minimum vieillesse, à nos handicapés, pour lesquels je veux augmenter bien sûr l'allocation adulte handicapé, à nos jeunes, pour les aider à trouver un logement, parce qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à trouver un logement en augmentant l'APL. Oui, j'assume de faire passer les miens avant les autres. Oh. Chez nous, qui est un cri du cœur, qui est un cri d'amour,
Eh bien, regardez ce qu'ils en font dans la presse. Regardez ce qu'ils en disent. Oui, ce cri de xénophobie. Mais non, messieurs et mesdames, on est chez nous, ça n'est pas un cri de xénophobie, c'est un cri d'amour pour ce qui nous appartient, notre pays. Oui, vous êtes chez vous. Oui, vous êtes chez vous. Vous êtes propriétaires de la France. Vous n'êtes pas des locataires. Vous n'êtes pas des occupants sans droit ni titre. Vous êtes chez vous. Ceci entraîne beaucoup de devoirs, mais aussi tout de même des droits. Eh bien, c'est ces droits que je vais rétablir. Le droit à avoir prioritairement un emploi en France quand on est français. Prioritairement accès à un logement social quand on est français. Parce que ce logement social, il a été financé par nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Oui, ce sont nos droits et j'entends bien les faire respecter. Alors, évidemment, ça passera par un certain nombre de politiques qui viseront à arrêter l'immigration que nous subissons depuis des années parce que nous n'avons plus rien à offrir à l'immigration. Nicolas Sarkozy et François Hollande ont fait entrer 200 000 étrangers par an dans notre pays. Le solde, c'est 150 000 par an. Mais pour les mettre où? Pour les loger où? Pour les faire travailler? Pour les faire travailler dans quels emplois? Pour les éduquer dans quelles écoles? Pour les soigner dans quels hôpitaux? Alors que l'ensemble de notre système de protection sociale, précisément, est en grande difficulté du fait de ce poids qui pèse sur lui. Alors face à cette difficulté, l'ensemble des candidats, Macron, Fillon et les autres, disent « pas de problème, on va réduire la protection sociale pour tout le monde. » Alors vous n'aurez plus de sécurité sociale, sauf pour les affections de longue durée, hein, disent les uns, ou vous n'aurez plus d'indemnité chômage avec un temps aussi long, disent les autres, donc on va réduire pour tout le monde. Eh bien moi je dis non, on ne va pas réduire pour tout le monde, on va préserver notre système de protection sociale pour les Français, en revanche, on va le réserver prioritairement aux Français. La révolution de la proximité dont je vous parlais tout à l'heure, vous rendre votre argent et arrêter les gabegies inimaginables dont on ne connaît qu'une petite partie, mes chers amis, hein, que les choses soient claires. Parce que l'AME, l'aide médicale d'État pour les clandestins, bien sûr, il faut supprimer. Les 8 milliards qu'on verse à fonds perdus à l'Union européenne chaque année, bien entendu, il faut le supprimer. La fraude sociale, quand même 20 milliards, hein, c'est quand même pas rien. La fraude fiscale, 60 milliards. Là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Tout cela, on le connaît, mais il y a beaucoup de choses que nous découvrirons. Parce que je vais vous dire, rien que dans une ville comme Hénin-Beaumont, si vous saviez le nombre d'économies que Steve Briouat a pu faire en découvrant des gabegies, des gaspillages inimaginables, eh bien, vous mettez un coefficient multiplicateur et vous verrez ce que nous pourrons économiser quand on remettra l'État sur les rails et qu'on redonnera à l'État son rôle, c'est-à-dire le rôle d'être à votre service, d'assurer votre protection, d'assurer les infrastructures qui permettent à notre économie de pouvoir se développer. Croyez-moi, les choses seront bien différentes. Et puis aussi la révolution du patriotisme. Parce que comme j'ai eu l'occasion de le dire à Lyon, je ne suis pas là seulement pour défendre votre patrimoine, pour défendre votre épargne, pour défendre vos retraites, pour défendre vos salaires qui sont souvent si bas. Je suis là aussi pour défendre votre patrimoine immatériel, ce qui n'a pas de prix et qui vous appartient à vous, Français, dont vous êtes propriétaires aussi.
notre langue française, notre culture, notre drapeau, notre organisation sociale, nos mœurs, nos codes, nos règles, nos valeurs. Tout cela vous appartient. Vous en êtes les dépositaires. Et vous devez défendre cela comme si c'était votre bien le plus précieux. Parce que petit à petit, ces valeurs, cet art de vivre, cette douceur de vivre, on peut le dire, eh bien, est en voie de disparition. Petit à petit, notre identité nationale est attaquée, rongée, érodée par le communautarisme qui se diffuse partout, par le fondamentalisme islamiste. Petit à petit, des quartiers de plus en plus nombreux. Il y a encore 10 ans, on parlait des quartiers des grandes villes. C'est fini tout ça. Maintenant, ce sont des quartiers de toutes les villes, y compris des petites villes, y compris même parfois des villages, puisqu'ils n'ont rien trouvé de mieux que d'aller disperser l'intégralité des migrants dans les villages de France, sans même d'ailleurs demander l'autorisation au maire ou à la population. On voit bien ce qui se passe. Alors c'est toujours au travers d'un fait divers, mais on le ressent partout. Le recul des droits de la femme, la relégation vestimentaire, les endroits où les femmes n'osent plus aller en jupe, où elles sont interdites d'entrer dans un certain nombre de bars, sans que ça choque personne. Hein. Monsieur Hamon nous explique que c'est une tradition ouvrière. Mais une tradition ouvrière de quel pays exactement ? De quel pays exactement est-ce la tradition ouvrière? En tout cas, pas de la France. Par électoralisme. Par électoralisme. Ils ont tout abandonné. Ils ont reculé sur tout. Ils ont reculé sur nos valeurs. Ils ont reculé sur la défense des droits de la femme. Ils ont reculé sur la laïcité. Partout, tous, sans exception, par électoralisme. Parce qu'ils pensaient faire plaisir à certains et obtenir des voix aux élections. Pourquoi croyez-vous que M. Macron va en Algérie pour expliquer que la colonisation est un crime contre l'humanité? Pourquoi? Mais il y est allé pour promettre des visas, encore plus de visas. C'est cela qu'il est allé faire. Quelques jours avant, il nous avait expliqué qu'il n'y avait pas de culture française. Il cherche les bulletins de vote, c'est exactement cela. Et pour ces bulletins de vote, ces gens sont prêts à toutes les compromissions. Et c'est là où il n'y a que vous, mes amis. Il n'y a que vous qui puissiez, par votre certitude, par votre patriotisme, par votre amour pour notre pays, pour son histoire, pour sa culture, pour vos enfants, il n'y a que vous qui puissiez changer cela. Il n'y a que vous qui puissiez écarter ces candidats dont on voit bien tous les jours qu'en réalité, ils se moquent totalement du peuple français. C'est ce que j'ai appelé la droite du fric et la gauche du fric. Ce sont des gens qui sont là pour défendre des intérêts particuliers, qui défendent des amis, qui sont tous soutenus par des milliardaires, par des patrons de presse. Monsieur Macron, après avoir permis à monsieur Drahi, vous savez, le patron, entre autres, de BFM TV, mais aussi de l'Express, etc., etc. Monsieur Drahi, remarquable chef d'entreprise, il est assis sur 50 milliards d'euros de dettes. Voilà leur manière de faire de l'économie. Ça, c'est l'économie financière. C'est celle dont nous ne voulons pas, parce que nous défendons l'économie réelle. Mais tous ces gens ne défendent en réalité que les intérêts financiers de leurs copains. C'est vrai pour M. Macron, mais c'est vrai aussi pour M. Fillon. Quand on apprend que M. de Castres, qu'il veut mettre, si jamais il était élu, bon, c'est une perspective qui semble s'éloigner, Premier ministre ou ministre de l'économie,
ce même monsieur De Castres qui était patron d'AXA. Tiens, mais est-ce que, par hasard, le projet de M. Fillon visant à supprimer la sécurité sociale et à transférer ça aux grandes compagnies d'assurance n'aurait pas un lien peut-être avec cette amitié? Et on apprend par ailleurs que, précisément, AXA a payé M. Fillon pour des conférences qui étaient extrêmement bien rémunérées puisqu'elles lui ont permis de toucher 18 000 € par mois pendant quelques années. Et puis au-delà de AXA, qui a rémunéré ces conférences, on apprend que M. Fillon est allé à Doha aussi, au Qatar, pour faire une conférence soi-disant gratuite. Non mais moi, j'ai pas de preuve. Mais je sais les relations ambiguës qui existent entre le Qatar et la vie politique française, c'est le moins que l'on puisse dire. Je sais aussi que le Qatar est un des pays qui finance, organise le terrorisme islamiste. Alors, allez dans ce pays, payé ou pas payé, je considère que c'est une faute lourde à l'égard de notre pays, qui a payé par le sang le prix du terrorisme islamiste depuis déjà un certain nombre de mois. Entre les mains de ces puissances financières, de ces puissances d'argent, sous influence de ces puissances financières et de ces puissances d'argent, mais dans leur esprit, le peuple français ne compte pour rien. Ils ne veulent pas gagner pour vous, ils veulent gagner pour eux. L'austérité, ce sera pour vous, mais ce ne sera pas pour eux. Tiens, comme par hasard, M. Fillon avait, lorsqu'il était Premier ministre, accordé au Qatar et à l'Arabie Saoudite une belle exonération fiscale en les exonérant des plus-values immobilières. Oh, mais c'est probablement un hasard. Beaucoup de hasard. Et en réalité, toujours les mêmes connexions. Alors, mes chers amis, je l'ai dit et je le redis, cette élection présidentielle, elle est fondamentale. Et je veux que vous la meniez avec moi. Parce que si vous n'êtes pas là, ce combat n'a pas de sens. Notre pays est merveilleux. Notre pays est merveilleux. Notre peuple est merveilleux. Nous devons absolument tout faire pour les défendre, et l'un et l'autre. Et nous devons le faire avec la joie au cœur. Parce que la perspective qui s'offre à nous est une perspective de joie et de bonheur. Retrouver notre pays, redéfinir les conditions de notre sécurité, pouvoir aller à nouveau partout, supprimer les zones de non-droit où un certain nombre de personnes ont cru pouvoir imposer la leur de loi. Retrouver la joie de faire des enfants parce qu'on espère pour nos enfants qu'ils vivront mieux que ce que nous avons vécu nous-mêmes. Ça, nous pouvons le retrouver pour peu que nous nous battions tous ensemble. Et oui, j'ai besoin de chacun d'entre vous pour mener cette bataille. Elle est essentielle. C'est un combat de civilisation que nous menons. Sauver la civilisation française. Tout ce que vous pouvez faire, faites-le. Tout ce que vous pouvez faire, faites-le. Tracter, coller des affiches, convaincre vos voisins ou vos collègues, me soutenir sur les réseaux sociaux, partager nos vidéos, tout ce que vous pouvez faire, faites-le. C'est le moment. Et vous savez pourquoi c'est le moment? Parce que nous allons gagner cette élection présidentielle. Gagner, vous le savez, et ils le savent. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs ressortir les rageux de partout pour
pour s'apercevoir l'inquiétude qui les étreint. Notre politique sera une politique juste, je veux dire, à l'égard de tout le monde. Une politique juste. Chacun aura sa place et chacun sera à sa juste place. Parce que nous avons le sens de la justice. Parce que nous avons aussi le sens de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Nous avons cette charité pour les nôtres et pour les autres aussi, parce que vous savez, il n'y a rien de plus remarquable que d'être capable de dire à des gens « Nous sommes désolés de vous dire avec la plus grande honnêteté que nous ne pouvons plus vous accueillir sur le territoire parce que nous n'en avons plus les moyens. » C'est le seul comportement en même temps raisonnable et respectable que nous pouvons avoir à l'égard de populations dont nous savons qu'elles sont malheureuses chez elles et qu'elles vivent dans la difficulté, mais à qui nous aurons tenu un discours de vérité et d'honnêteté en leur disant « Notre priorité à partir d'aujourd'hui, c'est de nous occuper des nôtres, de nos compatriotes, de nos personnes âgées, de nos chômeurs, de nos enfants. » Ce discours, il est respecté, croyez-moi, dans le monde entier. Ce discours, il est respecté, et je peux vous le dire, parce que moi j'ai discuté avec beaucoup de responsables, notamment jeunes responsables politiques africains. Ils comprennent parfaitement ce discours-là. Ce qu'ils ne comprennent pas, je vais vous dire, c'est que nous ouvrions nos portes à des voyous, à des délinquants, à des criminels, que nous continuions à les nourrir, que nous les laissions dégrader nos villes les unes après les autres et détruire nos biens communs que nous avons payés avec nos impôts, avec notre travail. Ça, ils ne comprennent pas. Ils nous regardent avec des yeux ronds en disant « Mais comment pouvez-vous faire preuve d'autant de laxisme? Comment pouvez-vous laisser votre police se faire agresser, se faire insulter en toutes circonstances, y compris même par les plus hautes autorités de l'État. » Voilà. Je vous disais au début de cette intervention, notre projet, il est frappé de la force des équilibres. Il est juste. Il apportera à nouveau dans notre pays ce qui est aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, un souvenir. La liberté de notre pays, mais aussi les libertés individuelles auxquelles nous sommes extrêmement attachés. La justice dans tous les domaines, y compris dans le domaine fiscal. Il apportera la préservation de cette identité que nous voyons encore une fois se déliter au fur et à mesure et de plus en plus rapidement. Nous recréerons ce lien fondamental qui nous unit les uns et les autres, qui nous unit parce que nous sommes français et parce que nous avons précisément ce patrimoine immatériel dont je vous parlais en commun. Nos paysages, nos montagnes, notre art de vivre, notre cuisine, notre langue, je vous le disais, notre drapeau qui devra être le seul sur le fronton de nos monuments, notre Marseillaise, nos couleurs. Ce patrimoine immatériel, il fait de nous des héritiers, c'est vrai. Et nous n'avons pas le droit de dilapider cet héritage. Parce que, comme le disait Saint-Exupéry, on n'hérite pas de ses parents, on emprunte à ses enfants. Nous empruntons à nos enfants ce patrimoine immatériel. Nous leur devons ce patrimoine immatériel. Nous nous devons de leur transmettre sans qu'il ait été abîmé, sans qu'il ait été affaibli, sans qu'il ait été dénaturé. Ce patrimoine immatériel, nous le ferons ensemble. Vive la République, vive le peuple français.